Aujourd'hui, nous abordons une étape cruciale dans la modernisation de notre pays. À partir du 15 avril 2025, un vaste recensement biométrique sera lancé à l'échelle nationale. Une opération qui ne concerne pas seulement l'identification des citoyens, mais qui envoie un message fort sur la volonté de bâtir un État fiable, transparent, mais également moderne. Ce recensement ne se limite pas donc à une simple formalité administrative. Il touche au cœur même de nos systèmes électoraux, de nos services publics, mais également de notre sécurité. Mais au-delà de cette initiative ambitieuse, pourquoi est-il essentiel de se faire recenser? Quels bénéfices concrets cette démarche apportera à chaque citoyen guinéen? Et quels sont les risques encourus pour ceux qui ne choisissent pas de se faire recenser? Toutes ces questions vont être tout à l'heure abordées au cours de cette synergie qui met en relation l'ensemble des médias de l'UTERGI, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, mais également la RTG et les radios rurales. En premier lieu, donc, nous allons recevoir ici en plateau Monsieur le secrétaire général du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, Mohamed Sike Kamara. Avec lui, bien entendu, il sera question des attributions de son département, les réformes entamées depuis l'avènement du CNRD et puis l'annonce, bien entendu, du chronogramme des élections. Monsieur Kamara, bonjour et bienvenue au compte de cette synergie. Bonjour, Monsieur Condé. En deuxième position, nous recevrons également l'intendant général deuxième section, Aboubakar Biro Condé. Il est le coordonnateur national du programme national du recensement administratif à vocation d'état civil. Monsieur le coordinateur, bonjour à vous également. Bonjour, Monsieur Condé. Et en troisième position, bien entendu, on appelle ça tout honneur, tout honneur. C'est d'ailleurs la seule femme de l'équipe invitée pour parler de ce vaste chantier. Il s'agit de Madame Kamara Djenab Touré. Elle est donc la directrice nationale des affaires politiques et de l'administration électorale. Madame Kamara, bonjour à vous également. Bonjour, Monsieur Aboubakar. Et avec elle, bien entendu, toutes les explications détaillées sur le chronogramme des différentes élections, du référendum à la présidentielle, en passant bien entendu par les communales et les législatives. M'accompagne au compte de cette synergie dans le cadre de son animation, Madame Tiranke Ndongo, bonjour à vous également. Bonjour Aboubakar Condé. Bonjour. Et à ses côtés, Ndoye Cheikh Sadibou. Ndoye, bonjour. Bonjour Condé, bonjour à tout le monde. Merci donc, fidèles auditeurs et téléspectateurs, mais également les auditeurs qui écoutent cette synergie. C'est parti donc pour plusieurs heures d'explications autour du recensement d'état civil, du PN RAVEC en un mot. Alors, Monsieur Kamara, vous qui êtes le secrétaire général, l'architecte donc de tout ce travail, d'abord parlez-nous un peu de ce département régalien, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Merci, Monsieur Condé. Comme vous le dites si bien, nous sommes effectivement un département régalien, un département qui a beaucoup de prérogatives dans la gestion du territoire national. Donc, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, comme on dit, le MATD, est chargé effectivement de l'élaboration, de la conception, de la mise en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en matière d'administration du territoire, de décentralisation, de développement local, de l'état civil, de la citoyenneté nationale et d'en faire le suivi. Donc vous remarquerez que nous ne pouvons pas certes tout faire, mais on ne peut pas se désintéresser de tout non plus. Donc cela veut dire que nous gérons tout le territoire national en matière administrative. Autrement, c'est difficile de faire sans vous. Actuellement, c'est difficile de faire ça nous. Auparavant, c'était difficile également de faire ça nous. Et ça sera difficile de faire dans l'avenir sans nous. Cela veut dire que nous devons avoir la gestion ou la maîtrise totale pour une gestion efficace du territoire national. À ce titre, comme vous le voyez sur le plateau, les questions d'état civil, d'identification des personnes physiques sont extrêmement importantes pour nous. Donc nous nous engageons d'ailleurs dans ce processus
pour permettre à la Guinée, effectivement, d'obtenir un fichier de qualité afin d'aller vers des élections inclusives et tout à fait transparentes. Donc je crois que quand on prend l'architecture de notre département qui s'occupe aussi bien des questions, comme je l'ai dit tantôt, d'identification des personnes, de financement de la décentralisation, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, nous sommes assis sur deux pans, l'administration du territoire et la décentralisation. D'accord. Donc des questions éminemment politiques, mais des questions également extrêmement liées au développement local, donc à la décentralisation. Il ne faut pas oublier cet aspect, c'est très important. Voilà, j'ai l'impression que souvent quand on voit le ministère de l'administration du territoire, on s'appesantit plus sur les questions politiques. Donc cet aspect nous paraît très important. Et donc on s'occupe aussi bien des questions humanitaires, des questions d'organisation des ONG et mouvements associatifs, des questions frontalières. Un vaste département. Donc voilà, un vaste département, la gestion des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets, l'administration des présidents de délégations spéciales ou des maires quand ils sont élus, des services déconcentrés de l'État, des services décentralisés également. Et vous verrez donc partout sur le territoire national une représentation de notre administration sur le territoire national. Quand on va plus loin, vous le savez, la Guinée en décembre 2023 a eu l'explosion du stock de l'hydrocarbure. Le dépôt principal. Voilà. Et ça aussi, c'est un de nos services qui a géré toutes ces questions-là, notamment l'ANGUSH, voilà, l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires. Exactement. Donc, vous voyez que des fois, il y a certaines questions qui sont soulevées. C'est l'administration, encore une fois, du territoire qui est interpellée et tout de suite. Donc, quand on prend également les questions de décentralisation, nous avons une agence également de financement parce que la problématique principale de la décentralisation, c'est son financement. Donc, on a une forte agence qui regroupe aujourd'hui en son sein plusieurs fonds et qui gère toutes ces questions relatives au financement de la décentralisation. Et nous avons entamé beaucoup de réformes. Le nom de cette agence? L'Agence nationale de financement des collectivités locales, ANAFIC. D'accord. Voilà, qui est aujourd'hui l'agence qui gère en son sein aussi bien le Fonds national de développement local, le Fonds de développement économique et local et le Fonds de développement des communes de Conakry. FODECO. Voilà, donc nous avons entamé en tout cas depuis le 5 septembre 2021 plusieurs réformes qui renforcent davantage les questions d'administration du territoire mais également de décentralisation. Si nous sommes aujourd'hui sur ce plateau, c'est pour parler effectivement de fichiers et d'élections. À ce titre, il y a une réforme majeure qui est en train d'être mise en œuvre, c'est de confier exclusivement l'élection, tout le processus électoral à notre ministère, à travers la création d'une direction générale des élections qui va jouer ce rôle et qui va permettre à la Guinée de passer de la refondation à un État complètement avec toutes les institutions républicaines mises en place. Nous avons doté notre administration du territoire de textes pour permettre à nos représentants au niveau déconcentré de bénéficier de prérogatives très très importantes dans la gestion du territoire national, notamment les décrets 0572, 573 qui concernent la région, la préfecture et la sous-préfecture. Je le disais tantôt, l'ANAFIC également a subi une mutation institutionnelle en étant l'institution qui gère donc ces trois fonds dont je viens de citer et qui constitue une réforme majeure en matière de financement de la politique de décentralisation et de développement local. Donc vous voyez que notre ministère de l'administration du territoire, qui est en fait le ministère de l'Intérieur, quand on le prend dans sa configuration et dans son architecture organisationnelle. Donc nous avons en main, à travers notre ministre, le général 2e section, Ibrahima Khalil Condé,
la maîtrise du territoire national pour enfin qu'il y ait une paix de Conakry jusqu'à Lola, en permettant à chaque citoyen de bénéficier des avantages que nous possédons sur le territoire national. Voilà qui est bien dit. Oui, une question pour lui. Oui, il y a aussi ces questions de paix et de citoyenneté dont on parle souvent peu, avec la mise en place de l'Agence nationale de la promotion de la citoyenneté et de la paix. Et quelle va être la particularité justement de cette agence, parlant justement de votre département? L'Agence nationale de la promotion de la citoyenneté et de la paix est une des innovations d'ailleurs de notre ministère, qui est cette agence qui aujourd'hui travaille dans la promotion de la paix, dans la vulgarisation des textes liés à tout ce qui est consolidation et renforcement des questions de citoyenneté sur le territoire national. L'agence a en charge l'organisation de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. Donc pour nous, elle constitue, cette agence, une pierre angulaire très très importante dans l'ordonnancement des actions que nous menons sur le terrain pour renforcer effectivement les questions de paix qui constituent le préalable à tout processus de développement. Un pays sans paix ne peut pas enclencher un processus de développement régulier et pérenne. Donc je pense que vous avez bien fait d'aborder cette question, parce que l'agence, il existait auparavant un ministère chargé des questions de citoyenneté. Et cette agence a repris toutes ces prérogatives qui étaient contenues dévolues à ce ministère et qui aujourd'hui, vous l'avez vu il y a quelques mois, l'agence a organisé cette semaine de la citoyenneté et qui a été une réussite parfaite, qui a permis de rapprocher les idées et d'éviter qu'il y ait, en tout cas sur le territoire, des actions qui perturbent notre paix et notre quiétude sociale. Vous avez touché tout à l'heure un aspect lié à l'organisation des élections, c'est la création d'un organe au sein du département qui va désormais s'occuper de l'organisation des élections. C'est pour dire que ce qu'on a l'habitude d'entendre, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, l'institution, ça ne verra plus jour. Ça, c'est une question. Je veux dire, c'est une direction générale. Ouais. Donc ça veut dire que... Qui reprendra en son sein les prérogatives de l'ex-CENI ou de la défunte CENI. Qui organisera les élections. On verra comment la direction sera meublée, quelles seront ses prérogatives, mais elle sera chargée d'organiser le scrutin référendaire, les élections législatives, présidentielles, et local. Local, quand on dit local, c'est aussi bien communal que communautaire, on dit. Donc toutes ces élections à la base. Donc la direction sera fortement dotée de moyens, de compétences, de ressources humaines, pour que ces actions ne souffrent d'aucune contestation. Donc nous sommes en train de travailler à la formalisation de cette direction générale au sein, surtout que ce sont les conclusions des assises, les dernières assises nationales que nous avons organisées ici avec tous les acteurs, toutes les parties prenantes qui ont conclu à cette option pour confier, comme auparavant, l'organisation des élections au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Donc ce n'est pas un choix que nous avons imposé, mais c'est à la suite d'une concertation nationale. On vous a demandé de reprendre vos anciennes prérogatives. Exactement. D'accord. Avec toute la qualité que cela impose. On se tourne vers... si vous permettez. Oui, très rapidement. Général, est-ce que la mise en place de cette direction générale va tenir compte de l'implication de tous les acteurs qui seront dans le processus? Je veux parler des partis politiques, de la société civile. Ça sera une structure nationale. Donc, gardez bien le micro. Oui. Ça sera une structure nationale donc, qui est logée au ministère de l'administration du territoire. C'est un acte républicain, il faut le reconnaître, en donnant confiance, en faisant confiance à nos entités nationales pour organiser. La conception ou l'élaboration de ces textes passera par une voie normale, réglementaire, qui est suivie pour toutes les entités étatiques, c'est-à-dire à travers le ministère
du travail et de la fonction publique, qui donnera son aval avant de donner force de loi à cette direction au sein du ministère de l'administration du territoire. Mesdames et messieurs, vous êtes sur le réseau synchronisé, Radio Rurale, RTG, Radio-Télévision Guinéenne, mais également les radios membres de l'URTERGI, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, pour parler bien entendu du recensement de la population. On se tourne donc vers le coordinateur national, le programme national du recensement administratif à vocation d'état civil, intendant général, deuxième section, Aboubakar Biro Condé. Monsieur Condé, on s'était déjà salué. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concrètement par rapport au PNRAVEC? Merci Monsieur Condé. Je vous parlerai dans un premier temps du contexte national. Le PNRAVEC, c'est le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil. Il a été créé par décret numéro 532 du 5 novembre 2022 et il découle de la politique de refondation et de rectification institutionnelle prônée par le CNRD. À sa tête, le général d'armée. Absolument, le général d'armée, Mamadi Doumbouya. Cela découle de la vision, j'allais le dire, du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, avec pour objectif majeur de donner à tous les Guinéens une identité juridique, numérique et sécurisée. C'est-à-dire à tous les Guinéens et à tous les étrangers résidant sur le territoire national de la Guinée, avec pour corollaire l'attribution d'un numéro personnel d'identification. Il faut dire que cette vision se matérialise par l'adoption de 2 lois spéciales depuis que le programme national a été mis en place, et ces 2 lois spéciales portent notamment sur l'état civil et l'identification des personnes physiques. Cette vision confère donc au PNRAVEC, au Programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, la mise en place de 2 importants registres. Lesquels? Le registre national de l'état civil et le registre national des personnes physiques. C'est pour atteindre justement cet objectif que le président de la République a mis en place, par décret numéro 078, la coordination nationale pour justement, comme son nom l'indique, coordonner toutes les activités pour la mise en œuvre effective et opérationnelle de ce programme sur toute l'étendue du territoire. Donc, le PNRAVEC aujourd'hui est constitué d'un certain nombre de structures. À sa tête, il y a le comité de pilotage. COPIL. Le COPIL. Le comité de pilotage est présidé par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation et comprend 14 ministres sectoriels et du ministre directeur de cabinet à la primature. Ils ont pour mission de fixer les orientations et les directives à imprimer justement dans le plan d'action opérationnelle au PNRAVEC. Il y a aussi au niveau des structures 8 comités régionaux. Et 8 comités régionaux de suivi du programme. Qui correspondent aux 8 régions administratives. Qui correspondent aux 8 régions administratives de la Guinée. D'accord. Il y a aussi 33 comités préfectoraux qui sont du programme, donc qui sont chargés du suivi du programme au niveau de toutes les préfectures et qui sont présidés par les préfets. Tandis que les comités régionaux sont, eux, présidés par les gouverneurs de région. Oui. Il y a aussi la mise en place de 375 comités communaux de suivi du programme, conformément au découpage administratif qui a créé 375 communes en Guinée, communes urbaines et communes rurales. Et ces comités communaux sont présidés par les présidents de délégations spéciales et à l'avenir seront présidés par les maires. Donc, pour couronner tout cela, et passer justement à la mise en œuvre de ce plan opérationnel sur le terrain, il y a une coordination nationale qui a été mise en place, à sa tête un coordinateur national qui est secondé par 2 coordinateurs adjoints, l'un chargé des opérations et l'une, la deuxième, puisque c'est une dame, chargée des questions administratives et financières. Mais au niveau même du PNRAVEC, donc au niveau de la coordination nationale, nous avons mis en place des structures déconcentrées, notamment 8 coordinations techniques régionales, 33 coordinations techniques préfectorales, 375 supervisions communales avec des superviseurs et des commissions administratives de recensement au niveau de chaque quartier et district. Pour donc permettre d'avoir un fonctionnement et une organisation pérenne à cette structure, le ministre de l'administration du territoire a pris un arrêté qui a fixé donc
les principes organisationnels et du fonctionnement du PNRAVEC. C'est ainsi qu'il existe au niveau du PNRAVEC un certain nombre de services, à savoir le service juridique et formation, un service planification, suivi, évaluation, un service communication et information et sensibilisation, un service informatique et opération et un service logistique. Mais cela ne suffisait pas pour le bon fonctionnement du programme, donc de la coordination, et pour conférer justement au programme le respect rigoureux des procédures, nous avons jugé nécessaire, avec l'appui du ministère de l'économie et des finances, de mettre en place toutes les structures de contrôle, notamment une personne responsable des marchés publics PRMP, qui a été mise à disposition par la Direction générale du contrôle des marchés publics, un contrôleur financier, donc mis à disposition par la Direction du contrôle financier, et un agent comptable mis à la disposition par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Mais quel est le contexte du programme? D'accord. Le contexte du programme, c'est que le programme s'inscrit, comme l'a dit tantôt le secrétaire général, au deuxième point du chronogramme de retour à l'ordre constitutionnel. Donc le PNRAVEC s'articule autour de 5 composantes. Lesquelles? 5 composantes majeures qui sont, en 1, la révision du cadre juridique, que nous avons déjà commencé avec la mise en place, justement, le vote et la promulgation de 2 lois spéciales relatives, justement, à l'état civil et à l'identification des personnes physiques. En 2, l'organisation structurelle du système d'état civil. En 3, l'opérationnalisation du recensement et des centres d'état civil. En 4, l'accompagnement et le renforcement de la réforme du système de modernisation et de digitalisation de l'état civil et de l'identification. Et en 5, la gestion du programme. Ce sont donc les différentes composantes, les 5 composantes du PNRAVEC. Mais cela est fondé sur un schéma opérationnel. Ce schéma opérationnel s'articule autour de la création de 2 registres. Le registre national de l'état civil et le registre national des personnes physiques. Le registre national de l'état civil est mis en place à travers la numérisation de tous les actes, donc tous les faits d'état civil, notamment la naissance, les décès, les mariages et les divorces, mais tous les faits d'état civil. Numérisation, pour finir avec l'acte manuscrit, qui ne sont pas assez fiables. Il faut aller vers la digitalisation. Exactement. Cela permet aussi de générer la génération de numéros personnels d'identification, de procéder à des mises à jour et de rapatrier toutes ces données recueillies dans le 2e registre, qui est le registre national des personnes physiques. Ce registre national des personnes physiques procède à la constitution et à la consolidation des bases de données, qui sont des personnes physiques, avec cette fois-ci attribution du numéro personnel d'identification, attribué à tous les citoyens guinéens, ainsi qu'à tous les étrangers résidant en République de Guinée, à travers une opération de biométrie. Son numéro. Un numéro personnel d'identification unique, sécurisé. Un identifiant, disons. Un identifiant, beaucoup plus qu'un identifiant, juridique, sécurisé et numérisé. Ça permet d'éviter toutes les usurpations d'identité. Ça permet aussi d'avoir accès à tous les actes de faits d'état civil, mais aussi accès aux biens sociaux. Parce que, je prends l'exemple juste des concours bancaires. Quand vous allez à une banque pour bénéficier d'un prêt bancaire, rien ne justifie au banquier, au système bancaire, que la personne qui est devant nous porte son identité réelle. Parce qu'il y a eu des dédoublodages ici, on a vu des usurpations d'identité. On a été aussi... Vous avez votre carte nationale d'identité, vous avez votre passeport biométrique, mais tout ceci, malheureusement... On peut falsifier tout ça, M. Condé? Oui, tout ceci a connu malheureusement des dédoublons. On a vu que le processus qui a été mis en place, qui fait de son mieux, c'est un processus sécurisé, mais il n'est pas biométrique. Aujourd'hui, les numéros de carte d'identité de certains citoyens se retrouvent sur les passeports d'autres citoyens. Et les mêmes numéros se retrouvent sur les extraits de naissance d'autres citoyens. Donc, ces différentes bases de données ne savent pas se lire entre elles. Alors que la base de données qui sera mise en place par le système d'état civil, fiable et sécurisé, permettra à tous ces éléments, tous ces fichiers connexes, d'aller piocher directement dans la base de données avec la fiabilité que donne le numéro personnel d'identification. D'accord.
Alors, comment ça va se passer, général, si vous permettez une question on le laisse terminer, je vous donne la parole tout à l'heure. Non, vous avez suffisamment de temps à poser des questions. Je me prêterai exactement, allez-y, M. Condé. Donc, la biométrie est une opération extrêmement importante. Vous allez poser toutes les questions. La biométrie permettra non seulement de recenser la personne, mais aussi de prendre toutes ses empreintes digitales, l'empreinte de la rétine et le facial. Et vous savez bien que ces empreintes sont individuelles et ne sont jamais dupliquées d'un individu à un autre, puisque nous avons des ADN uniques. Ensuite, ce système permettra donc de faire une interopérabilité entre tous les systèmes connexes, notamment, et c'est le lieu de le dire, le plus important, c'est le fichier électoral, ainsi que le registre de la fonction publique, le registre de l'éducation et de l'enseignement, le registre de la sécurité sociale, le registre des passeports, des permis de conduire et tous les registres connexes. Donc l'interopérabilité à partir de ce registre de l'état civil permettra justement de donner une certaine fiabilité, une sécurité à tous ces autres registres connexes. Aujourd'hui, entrepris un certain nombre d'activités sur le terrain, car depuis son installation en fin mai 2024, sous la houlette de Monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, la coordination nationale a mis en œuvre plusieurs actions opérationnelles. Quelques-unes qui, sans que cela ne soit exact, qui comprend en son sein tous les secrétaires généraux des ministères sectoriels concernés et s'est élargi à tous les partenaires techniques et financiers. Le secrétariat technique permet de faire des propositions de plans d'action opérationnels. Ces propositions sont validées par le comité de pilotage. Pour la deuxième, c'est l'opérationnalisation. Recueillir les informations avant l'arrivée des agents recenseurs pour justement numériser toutes ces informations sur le Grand Conakry. Cela nous a permis donc de faire les enquêtes, les opérations d'enquête ménage, concomitamment avec les opérations d'audience fiable de plusieurs outils de communication. Ceci nous a permis d'avoir une certaine lisibilité et surtout une visibilité nette du programme à travers tous les sites de communication, les canaux de communication, notamment les sites web, Twitter et Facebook. Grâce au concours de l'État, à travers les bureaux qui ont été mis en place au niveau de la coordination nationale, des coordinations régionales et préfectorales. Nous avons procédé aussi grâce à l'idée à travers AIFES, qui nous ont permis justement de doter les agents recenseurs sur le terrain pour procéder à la collecte des informations à travers la numérisation des actes d'état civil. Aujourd'hui, nous disposons de tous les éléments, puisque, in fine, les 20 et quelques mille tablettes seront destinées au centre de déclaration pour que tous les faits d'état civil, aussi minimes soient-ils, puissent être aussitôt saisis pour ne pas qu'il y ait de déperdition. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas censé du décès, de la naissance, des mariages et beaucoup de faits d'état civil qui échappent justement au naissances, des mariages et beaucoup de faits d'état civil qui échappent justement au système. Cela nous permettra d'avoir pignon sur rue et de passer automatiquement à temps réel à la saisie et au suivi de tous ces faits d'état civil. Nous avons équipé également régional et préfectoral ainsi que la coordination nationale de moyens logistiques et de mobilier ainsi que l'acquisition justement d'une flotte pour permettre de fluidifier la connexion entre les différentes structures. Nous avons procédé avec, comme je l'ai dit tantôt, avec le ministère de la Justice, au lancement concomitant des audiences foraines administratives en même temps que sur l'étendue du territoire et en même temps que les enquêtes ménage sur les 13 communes de Conakry. Ça a été une opération extrêmement importante qui nous a permis justement non seulement de pouvoir recenser tous les citoyens qui ne disposaient pas d'actes d'état civil, mais aussi de savoir quelles sont les failles qu'il faut justement corriger, puisque c'était un pilote. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'arriver là et les résultats ont été très probants et concluants. Il y a eu la disponibilisation d'infrastructures informatiques aujourd'hui dans tous les centres de traitement, consolidation des bases de données au niveau du PNRAVEC. Et l'accomplissement de toute cette mission, de tout ce plan a été aussi réalisé grâce au concours, il faut le dire, des partenaires techniques et financiers, notamment l'OIF, l'Union européenne. Il faut que je conclue ou j'attends que vous posiez des questions. Je suis à vous. D'accord. Beaucoup de questions. Avec la permission du modérateur, on a beaucoup de questions. Je voudrais que Mme Tiranke Ndongo aussi pose la première question. Ma question, c'est faites-nous la différence entre ce recensement biométrique et le RAVEC. Et est-ce que ces deux recensements, la finalité des deux opérations est-elle la même?
Attention. Non, le RGPH 4. Voilà. Le RGPH 4 Voilà. et RGPH le RAVEC. 4. Ouais. Qui est aussi sur le terrain. Le qui est logé au RGPH 4, ministère si je ne du me Plan. trompe, Oui. c'est le recensement général des populations et de l'habitat. Ouais. Ça n'a rien à voir avec le recensement des personnes. Donc, on n'a pas besoin de faire de commentaires par rapport à cela. Et il se limite au recensement des habitats, de l'habitat et des populations. Nous, nous recensons jusqu'aux personnes physiques de 0 à X par rapport à leur âge. Okay. C'est tous les citoyens guinéens. Vous ne vous intéressez pas à l'habitation. Non, du tout. Et ils vont s'intéresser à ça. Ils Mais sont logés au ministère du Plan. Vous êtes nous logés avons au une ministère synergie entre de nous l'administration du qui nous territoire. permet justement de profiter, de ce qu'ils ont fait comme avancée, puisque nous avons une bonne collaboration entre l'INS et le PNRAVEC à travers le l'Institut national de la statistique qui Exactement. pilote cette opération. Oui, Une il question, voulait si vous rebondir, monsieur le général, avant de donner la parole à... Le micro. Le recensement général de la population et de l'habitat Ouais. permet de connaître le nombre de populations de la République de Guinée. Ouais. Voilà, les habitats permettent de connaître le nombre de ménages dans chaque habitation et d'avoir in fine la population guinéenne. Ouais. Voilà, donc, et ça c'est au ministère du Plan. Mais l'intervention de madame tout à l'heure va éclairer tout ça. va éclairer. D'accord. Général Bocondé, le recensement dont il est question permet à tout Guinéen, à tout citoyen, d'avoir un seul identifiant. Oui. Alors, ma question est de savoir, est-ce que l'administration d'un identifiant commence par l'extrait de naissance biométrique? Et Absolument, c'est le projet que nous ambitionnons. D'accord. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, il y a tellement de déperditions dans justement le recensement de ces faits d'état civil, qu'une fois que le registre de l'état civil sera mis en place et que nous allons procéder à la numérisation de tous ces faits d'état civil, automatiquement, un numéro d'identification sera donné, attribué à tous les citoyens guinéens. En se fondant déjà sur les faits d'état civil existants. Justement, puisque déjà il y a certains qui... Il n'y a pas justement d'identifier la personne et de lui donner un numéro personnel. Et découleront. Ça va continuer pour ceux qui ont déjà un extrait tous les citoyens nés et à naître. Bien sûr. Tous les citoyens guinéens nés et à naître. Oui, Général, vous voulez placer quelque chose rapidement? Non, en fait, il y a tellement... C'est d'avoir une base de données de tous les citoyens guinéens. National des personnes. Voilà, une identification personnelle, une identité authentique et des titres de voyage qu'on ne peut plus contester. Vous voyez, donc je pense que c'est un processus dans lequel le changement d'identité ne sera plus possible. Quand on s'appelle... Oui, c'est important de rebondir dessus. Parce qu'une fois que le numéro d'identification personnelle, je prends un Traoré puisque c'est leur travail, c'est vrai, qui est identifié ou pris au pilori, il ne peut pas revenir pour changer son identité. Parce qu'on va revenir encore à vous. Hein. Bien sûr. Je voudrais dire que le programme national de recensement administratif à mise en œuvre nécessite la sensibilisation et la pleine adhésion des populations, sans exclusive, à travers une synergie d'actions. Par les actions soutenues, nous espérons arriver à éveiller les consciences sur l'importance de l'état civil. Cette synergie est, je pense, la clé de la réussite, car seule une mobilisation collective nous permettra d'atteindre les objectifs qui nous ont été assignés par nos autorités. C'est pourquoi notre responsabilité est historique, il faut le dire. La responsabilité du coordinateur et les membres non, pas du coordinateur. Mais de l'ensemble de la population, de l'État guinéen à travers le MATD et le PNRAVEC. La responsabilité est historique parce qu'elle permet, entre autres, de garantir une existence légale à chaque citoyen, de façonner un État civil fiable, moderne et sécurisé, d'assurer et de garantir à chaque citoyen son droit à une identité et à une dignité. C'est le seul gage que nous avons aujourd'hui pour avoir une vie protégée et une nation renforcée. En quoi est-ce qu'on peut parler de la responsabilité de la population dans ce processus-là, puisque vous l'évoquez? Son adhésion. Oui. Son adhésion. Et la population, une fois qu'elle a compris que cette opération n'est pas faite pour les autorités, encore moins pour le programme, qui n'est qu'un instrument, que c'est fait en faveur des populations et qu'elles ont tout à gagner, parce que vous imaginez les services sociaux de base, vous imaginez l'éducation, la santé, les prêts bancaires, l'identification même, prouver qu'on n'est pas des apatrides,
prouver qu'on n'est pas invisible dans la vie, c'est extrêmement important. Ça permet de connaître le nombre d'étrangers en Guinée. Ça de savoir qui est guinéen et qui ne l'est pas. Ceux qui viennent et qui sortent. Ça peut faciliter la lutte contre la délinquance, le bandit, le flux migratoire. Oui. C'est pour ça que nous travaillons avec le ministère de la Justice, qui, dans le déroulé de nos discussions, nous a dit que c'était extrêmement important, parce que parfois, il y a des gens qui sont jugés, dont on ignore tout de l'identité. C'est extrêmement important. D'accord. Puisque tout ce travail concourt en partie à l'établissement d'un fichier électoral, à l'organisation donc des élections pour le retour à l'ordre constitutionnel, on va maintenant donner la parole à Mme Kamara Djenab Touré, qui est la directrice nationale des affaires politiques et de l'administration électorale. Vous allez nous expliquer les différents chronogrammes. Est-ce qu'on a commencé à travailler dessus? On en est à quel niveau concrètement? Le PNRAVEC est en train de vous pousser pour aller vous aussi rapidement vers la mise en place de tous ces chronogrammes. Madame Kamara? Merci beaucoup, M. Aboubakar Condé. Oui. Bonjour aux millions de téléspectateurs et d'auditeurs qui nous suivent à travers le pays. Et merci aussi à l'ULTED et le ministère de la Communication, la RTG et la radio rurale qui nous a permis d'être sur ce plateau. À tous les médias publics et privés qui ont permis d'avoir cette journée. Je sais que c'est une question très attendue par la population pour parler du chronogramme. Je pense qu'à la prise de responsabilité des forces de défense et de sécurité le 5 septembre, il a été confié au ministère de l'administration du territoire de travailler sur un chronogramme de la transition pour un retour à l'ordre constitutionnel. Donc ça veut dire que dans la vision déjà des responsables de la haute autorité, c'était d'avoir un chronogramme qui devrait permettre à ce qu'il y ait un retour à l'ordre constitutionnel. Et pour ce chronogramme, nous avons travaillé sur 10 points. 10 points donc, qui constituent le chronogramme de la transition. Le premier point, c'est le recensement général de la population avec l'habitat qui est mis en œuvre par le ministère du Plan et de la Coopération internationale à travers la Direction générale de l'Institut national des statistiques, l'INS. Et vous suivez avec moi que ce premier point a très avancé, parce que ce premier point, avec Makandouya, a connu un financement des partenaires techniques et financiers, mais également un financement du budget national de développement, donc du BND. Aujourd'hui, ils ont fini la cartographie censitaire. Ils sont en train maintenant d'aller vers le dénombrement de la population. Parce que la cartographie censitaire permet de découper les territoires en zones de dénombrement, en ZD, pour permettre d'identifier en fonction du type d'habitat les statistiques de la population. Ces statistiques de la population vont permettre d'avoir le nombre de populations par zone de dénombrement regroupées au sein des districts, des sous-préfectures, et donc de ressortir le nombre de la population, les tranches d'âge, mais également d'autres sujets qui interviennent également même sur le mode de vie, l'expérience de vie des citoyens. Donc c'est un travail qui va permettre aussi de garantir l'intégrité du fichier électoral. Je ferai le lien plus tard. Et c'est un travail qui va permettre aussi de nous dire, nous, en tant qu'administration du territoire, quelles sont les projections de développement que nous pouvons faire à travers le nombre de populations que l'INS définit par des méthodes statistiques, donc de stratification. Aujourd'hui, il y a la possibilité de dire en 2027-2030, la Guinée aura tel nombre de populations, et parmi ce nombre de populations, on aura tel nombre de femmes, et les tranches d'âge vont être comme ça, et les décès, ainsi de suite, seront dénombrés à travers ces statistiques. Donc c'est le rôle du ministère du Plan, comme je l'ai dit, à travers sa direction générale, en charge de l'Institut, en charge des statistiques. Ensuite, on a le point 2 du chronogramme, qui est le programme, qui est le recensement administratif à vocation d'état civil. Le RAVEC est le point 2 du chronogramme de la transition. Il a été érigé en priorité nationale, donc en programme national de recensement administratif. Sinon, si vous prenez le chronogramme, c'est le RAVEC tout court, le recensement administratif à vocation d'état civil.
Pourquoi les deux programmes à la fois? Dans un chronogramme donné et dans une transition, les gens vont se poser la question pourquoi il le faut? Parce que nous sommes confrontés souvent à des problématiques d'identification à l'intérieur des ménages. Parce que la méthode de statistiques d'enquête ménage qu'ils font, c'est que c'est le père de la famille qui va donner le nombre de personnes dans son ménage, donner les âges, mais ils n'auront pas en face toutes les personnes physiques pour poser des questions pour aller. Et ce n'est même pas leur prérogative également. Mais il faut aller au-delà de ces statistiques de la population. Parce que s'il y avait un registre de l'état civil, comme il a expliqué le coordinateur, on ne serait pas dans un processus de mener les recensements généraux de la population, parce que la population serait cernée, comme dans d'autres pays développés ou en voie de développement aujourd'hui, qui arrivent à cerner les naissances, les décès, les immigrations, les départs et les arrivées sur leur territoire. À partir du moment où vous cernez cela, vous n'avez pas besoin de faire un recensement. Donc, s'inscrivant dans la rectification institutionnelle et dans la refondation, il était important de lier les deux faits. Pourquoi il faut les lier? Parce que l'un va produire les statistiques en faisant les enquêtes ménages et en allant sur une méthode de stratification de la population sur le long terme. L'autre viendra dénombrer le nombre d'étrangers qui vivent sur le territoire national. C'est ça la vocation recensement administratif, à vocation d'état civil. Parce que les faits d'état civil, ils sont au nombre de 9. La Guinée ne peut pas faire les 3 faits qui vont concourir pendant cette transition à mettre, comme il a dit, les 2 registres. Donc on aura à identifier chaque citoyen, à lui donner une identité juridique. L'identité juridique, c'est l'acte de naissance. C'est un droit à chaque citoyen. Droit d'identité juridique qui est l'acte de naissance. Ça ne se fait pas. La Guinée, je vous dis qu'à date, nous sommes en train de remonter parce qu'on a les taux de déclaration qui sont passés de 30 jusqu'à 60% de déclaration d'aide de Guinée. Ça veut dire que les décès ne sont pas enregistrés. Et si les décès ne sont pas enregistrés, on n'aura pas les statistiques vitales. Donc vous voyez, l'état civil s'intéresse aux statistiques vitales. C'est la naissance, c'est les décès et les causes des décès. C'est pour cela que le ministère de la Santé est fortement impliqué et ils sont les auxiliaires de l'état civil. Donc le point 2 du chronogramme, comme l'a dit le coordinateur, je ne reviendrai pas, l'utilité d'avoir les 2 recensements, l'autre va permettre d'avoir les statistiques de la population, comme l'a dit monsieur le secrétaire général, et le deuxième volet va permettre de donner une identité juridique et numérique à chaque citoyen sur le territoire, mais également les étrangers qui vivent sur le territoire. À partir de là, nous allons produire le fichier électoral qui est le 3e point du chronogramme. Donc vous comprendrez à date que le premier point, il est avancé à plus de 40, 45, 50% parce qu'il passe maintenant aux enquêtes directement. Ils ont fini la cartographie censitaire, ils l'ont produit. Et le deuxième point a été largement expliqué par le coordonnateur par rapport aux avancées. Et nous entamons maintenant le 3e point. Le 3e point, ça veut dire quoi? C'est la constitution du registre national des personnes physiques concomitamment, donc parallèlement avec le fichier électoral biométrique. Comment ça va se faire? C'est ce qu'on va vous expliquer sur ce plateau aujourd'hui pour que l'ensemble des citoyens guinéens et même des étrangers et des partenaires techniques qui nous suivent puissent comprendre le niveau d'exécution du chronogramme. Donc quand on va lancer le recensement biométrique, dans la loi sur l'identification, la Guinée, l'identification biométrique commence à l'âge de 10 ans. Ça, il faut que les gens le sachent. On est en phase de vulgarisation de cette loi sur l'identification des personnes physiques. Mais si vous regardez la Côte d'Ivoire, ils ont leur loi sur l'identification depuis 1962. La Guinée a sa loi, sa première loi sur l'identification des personnes physiques en 2023, le 23 octobre 2023. Grâce à cette transition que je félicite, que je remercie pour vraiment cette refondation, parce que quand on parle de refondation, les gens ont l'impression, mais il faut recréer les choses, il faut remettre les choses en place. Donc nous avons notre loi sur l'identification qui dit, à l'âge de 10 ans, vous devrez avoir une carte d'identité biométrique. Donc l'enrôlement, la capture de votre photo, de votre iris, de votre empreinte digitale va commencer à 10 ans. Et 10 ans, ça permet de vous mettre dans le registre national des personnes physiques. Ça vient bloquer 2 facteurs majeurs, qui est la source
de beaucoup de pertes en vies humaines et de dégâts matériels dans l'organisation des élections, pas seulement en Guinée, mais dans la sous-région. Vous participez déjà à la contestation des faits. On dit que le fichier électoral est l'épine dorsale de tous les scrutins référendaires et politiques au sein d'une nation. Donc c'est comme la colonne vertébrale de l'être humain. Une fois qu'on a cerné, on a recensé tous les enfants de 10 ans, ça veut dire que vous fermez la porte à la fraude électorale. Parce que pendant les recensements électoraux passés, c'est que quelqu'un pouvait quitter de 14 ans pour se donner 18 ans. Parce que tous les partis politiques concourent à faire recenser leurs militants. Et c'est là la fraude commence au niveau du fichier électoral. Mais à partir du moment où on passe par le registre national des personnes physiques, qu'on a pris de 10 ans jusqu'à X années, donc ça veut dire que nous, ce qui nous intéresse dans ce registre, c'est les personnes qui ont 18 ans révolus. Donc on aura les personnes qui ont 18 ans. On aura le seul document qui nous permet d'avoir l'identité juridique qui est l'acte de naissance. Nous savons aujourd'hui que beaucoup de nos concitoyens, ça les audiences foraines l'ont prouvé, n'ont pas d'acte de naissance. Donc il y a eu des jugements supplétifs et leur transcription qui a été donnée aux citoyens. Il y a aussi des personnes qui se sont mariées, ont épousé une femme guinéenne ou se sont mariées des étrangères qui ont épousé des Guinéens, qui ont le droit de voter maintenant, qui ont acquis la nationalité. Ils auront quand même à fournir un certificat de nationalité qui est donné aussi par la justice. Voilà les éléments constitutifs qui vont nous permettre, nous, au même moment qu'on est en train de recenser les citoyens, de récupérer ceux qui ont 18 ans avec les pièces justificatives pour constituer les listes électorales, donc le fichier général biométrique des électeurs. C'est ce qu'on va faire pendant les 45 jours en Guinée et dans les ambassades et consulats choisis, donc vous permettre de gagner des retards déjà que nous avons connus dans la mise en œuvre. Pourquoi les retards dans la mise en œuvre? Il l'a dit, il fallait mettre les fondements juridiques. Les fondements juridiques, c'est plusieurs lois. La loi sur l'identification, la loi sur l'état civil, mais également le code électoral qui est en phase de révision au niveau du CNT. Donc entre la constitution du fichier électoral, la production des cartes d'électeurs, la distribution des cartes, vous allez comprendre que nous nous acheminons vers l'organisation du scrutin référendaire qui va permettre aux Guinéens de se prononcer, d'adopter ou de rejeter le Conseil national de la transition. Les 6e points, comme c'est mis, sont à l'évaluation et à l'examen. Pourquoi nous évaluons? Parce que le 6e point, c'était l'organisation des élections régionales, communales, ensemble. L'Assemblée mise en place, les institutions installées, on allait réviser les différentes lois qui sont adossées à la Constitution et on terminait par l'élection du président. Mais nous sommes en train de travailler sur ce schéma pour que nous puissions aujourd'hui rapidement 2025, une année électorale, et vous rapidement 2025, une année électorale, et vous comprendrez que cette synergie est le lancement de la bonne communication vers les citoyens pour qu'ils comprennent le niveau de mise en œuvre du chronogramme de la transition. Je vous remercie. Merci, Madame Kamara Djenab-Touré. Oui, alors, rapidement une question parce qu'il nous reste 5 petites minutes. Okay. Rapidement, quel est le dispositif mobilisé par le gouvernement? Les kits sont-ils efficaces et est-ce qu'ils sont complets? Merci beaucoup. Je pense que les kits, on va vous inviter pour les réceptionner, mais avant d'avoir les kits, c'est la solution d'enrôlement. La solution d'enrôlement, elle est pratiquement prête. On a fini les ateliers fonctionnels, on va faire les tests sur le terrain. Ça sera la commune de Kagbele et Manéa qui seront de grande envergure. Ensuite, on va passer à... Mais ce qu'il faut retenir rapidement pour aller à ça, c'était d'abord la délocalisation des électeurs. Parce qu'on avait des secteurs créés qui n'étaient pas reconnus, des districts créés. Nous avons fait 6 mois de travail pour actualiser le découpage. Ensuite, quand on a eu pratiquement 20 000 secteurs en République de Guinée, on a les coordonnées GPS des secteurs, on a identifié les centres de vote, donc on a mis ça dans le système. Quand vous allez venir vous enrôler, vous serez directement enrôlé dans un centre de vote. Et votre récépissé, vous allez voir votre centre. Donc ça veut dire qu'on a gagné en temps avant l'enrôlement, parce qu'avant, on recensait et on partait pour affecter les électeurs à des bureaux. Et c'était une affectation aveugle, parce que ça délocalisait les électeurs, les citoyens qui ne savent pas lire ou qui ne se présentaient pas à l'affichage. On vous met dans un bureau, même si vous n'êtes pas de là-bas. Mais on a cerné aussi
cette question. Donc ça fait que l'équipe est prête, je peux vous rassurer. Et les prochaines étapes, à partir de ce lancement, les médias publics et privés seront associés. Tous les acteurs seront associés à la mise en œuvre parce que nous allons, la semaine prochaine, mettre en place un comité technique interparti qui va regrouper et les acteurs et la société civile, les médias, pour qu'à chaque étape, nous puissions échanger autour. Pour revenir à la question de l'organe de gestion des élections, je termine l'OGE. Au fait, pendant le dialogue, c'est le rapport final du dialogue politique interguinéen, point 16-17, vous pouvez montrer, c'est qu'il a été demandé pour cette période transitoire que l'organisation du scrutin référendaire et de toutes les élections politiques soit confiée au ministère de l'administration du territoire. En ce moment, ma direction joue le rôle de l'organe de gestion des élections gouvernementales. Parce qu'il y en a 3 types au monde. Il y a, quand c'est le gouvernement qui organise, donc c'est le ministère de l'Intérieur qui va ériger, comme le secrétaire général l'a dit, une direction technique qui aura la charge sous la coupe du ministre de faire ce travail. Mais également, nous nous sommes inscrits dans un mode mixte d'organisation parce qu'il y aura un observatoire des élections. Nous attendions que la loi soit révisée du code pour que nous prenions en compte l'observatoire des élections qui va avoir la présence des acteurs de la société civile et des partis politiques qui auront pour rôle de contrôler et de superviser le travail que nous sommes en train de faire. Donc ça fait une gestion mixte et donc c'est ce qui va déterminer pour cette période de transition l'OGE. Mais sachez également que dans l'avant-projet de la Constitution, il est prévu la mise en place d'un organe technique indépendant. Après la période transitoire dont l'organisation de toutes les élections est confiée au ministère. D'accord. Oui. Oui. Rapidement, madame, je vois déjà que le problème est résolu. Quand on parle de distance, l'expérience a démontré que souvent il y avait une grande distance entre celui qui est appelé à voter et son centre de vote, mais à voir vos explications, on voit que déjà le problème est résolu et les dispositions sont prises à ce sujet. Maintenant, ma question est de savoir le chronogramme. Qu'en est-il? Parce que là, c'est aussi une question qui... Les activités qui sont... Le chronogramme, est-ce qu'on aura toutes les élections cette année ou est-ce que ça va aller jusqu'en 2026? Comment ça va se passer? Bon, je pense que j'étais dans le chronogramme. Il y a un chronogramme. Ouais. Il faut quand même qu'on reconnaisse qu'il y a un chronogramme qui, à un départ, avait été donné pour 36 mois, qui, avec la CEDEAO, on y venu le ramener à 24 mois, qui a connu des temps de retard, mais si vous suivez mes explications avec l'actualisation de l'âge administratif, pour ériger les hameaux qui étaient parfois plus gros que le secteur lui-même, un secteur et lui donner vraiment un acte réglementaire pour sa reconnaissance qui vient régler aussi les questions liées au fichier électoral. Ensuite, on est passé quand même à la géolocalisation des bureaux, des centres de vote qui sont aujourd'hui géolocalisés pendant 4 mois avec une collaboration avec l'Institut géographique national qui a travaillé sur le terrain et le ministère de la fonction publique du travail qui nous a prêté 800 tablettes. Donc on a travaillé en synergie d'action avec les départements. Ça nous fait pas perdre des délais, mais ça fait gagner des délais opérationnels. Donc nous sommes dans le chronogramme. Le chronogramme s'achemine vers sa phase critique opérationnelle qui est la constitution de toutes les listes électorales à travers le recensement que nous lançons le 15. Une fois que nous avons les listes électorales, vous conviendrez avec moi, cher Sadibou, que le travail est pratiquement à la descente parce qu'on aura la production maintenant des cartes d'électeurs, la distribution des cartes d'électeurs qui va aller jusqu'au jour du scrutin. Donc ça veut dire que nous sommes sur la pente descendante, mais à une période très critique parce qu'il faut que tous les Guinéens concernés soient recensés et soient mis dans la base de données du fichier électoral et sur les listes électorales des localités concernées. À retenir, auditeurs, téléspectateurs de cette synergie du ministère de l'Information et de la Communication à travers la RTG, les radios rurales et également l'URTERGI, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, que l'opération de recensement biométrique va être lancée le 15 avril 2025. Alors, avant de rendre l'antenne pour que d'autres prennent place, oui, monsieur le secrétaire général, vous avez forcément un dernier mot à adresser à ceux qui nous écoutent ou à ceux qui nous regardent. Ça ne sera jamais un dernier mot, ce sera un mot. Un mot, d'accord. Voilà, un mot. Un autre mot. Voilà, un autre mot pour appeler les citoyens à adhérer au processus que nous lançons. C'est pour garantir à notre État
d'avoir des institutions fortes, mais surtout d'identifier chaque citoyen pour ne pas qu'il y ait encore une fois des faux documents, l'utilisation de plusieurs identités, ce qui nous met souvent en déphasage avec le développement en matière de demande de visa, par exemple. Nous avons souvent des demandes de visa qui sont rejetées. En matière d'immigration, nous avons des problèmes avec nos citoyens qui sont à l'extérieur, qui sont souvent refoulés parce qu'ils n'ont pas des documents fiables. À chaque fois, on nous envoie des demandes pour justifier est-ce que tel ou tel citoyen est guinéen. Donc je pense que c'est un moment très fort pour notre pays. Cette période de refondation nous concerne, est un tournant très important pour notre pays. Un tournant très important pour notre pays. Ceci dit, on va observer une pause. Merci à vous, Mohamed Siké Kamara. Vous êtes le secrétaire général du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Merci à vous également. Intendant général, deuxième section, Bokar Bureau Condé. Vous êtes le coordinateur national du PN RAVEC et également madame la directrice nationale de l'administration, des affaires politiques et de l'administration électorale, Madame Kamara Djenab Touré. Merci à tous les trois. Merci à Ando Cheikh Sadibou et à Tiran Kendongo pour l'animation. On observe une pause.